Voilà, bonjour Emna, merci d'avoir accepté l'invitation. Juste pour commencer, est-ce que tu m'autorises à bien pouvoir filmer et diffuser la vidéo? Oui, bien sûr. Et ton consentement. Ok, parfait. Donc pour commencer, donc encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es la première psy suisse qui va répondre à quelques questions. J'ai eu l'interview d'une psy américaine il n'y a pas très longtemps. Et donc, on va continuer un petit peu à voir comment fonctionnent les autres systèmes dans d'autres pays. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu où tu as été formé, ce que tu fais aujourd'hui, en fait, quelles sont tes influences? Je te laisse commencer. D'accord. Bon, ben, c'est un peu stressant quand même, hein. Pourtant, on fait du Zoom, mais voilà. On n'est que deux, hein. Ah, On n'est que deux. oui, bien sûr. Non, alors, on va essayer de faire le tu-vous. Ok, je vais commencer par le tu. Donc, d'abord, je voulais te remercier, Maximilien, parce que je trouve que ça me fait plaisir de voir qu'on parle de notre profession parce que je pense que vraiment ça manque. Alors que c'est une bonne initiative. Et puis, je pense que je ne sais pas si je suis la plus représentative des psychologues suisses, mais voilà. Il y aura d'autres personnes, il y aura d'autres Suisses, donc il ne faut pas te stresser, hein. Je ne te demande pas de prendre la parole au nom de toute la Suisse. Non, Euh, non, j'imagine bien, je ne me permettrai pas. et puis, tu as ton point de vue, tu as tes particularités, ça va être intéressant Exactement. justement de savoir d'où tu viens un peu. Voilà. Oui, alors, c'est vrai que justement, je pense que mon parcours, il est un peu particulier dans le sens que j'ai pas commencé ma formation par la psychologie, j'ai commencé par la biologie. Au fond, c'est les sciences humaines qui m'intéressaient, les sciences naturelles. Donc, Ouais. je pense que je continue à considérer l'humain dans le sens de appartenant à la nature. Et puis, j'avoue que ça m'a quand même bien aidé aussi, ce, ce premier, parcours. Donc, j'ai fait en biologie. Ensuite, j'ai fait un master en neurosciences. Et en fait, je Mhm. suis allée vraiment par petits pas et par ce que je fais aujourd'hui finalement, c'est-à-dire le côté très expérientiel, même avec moi-même, Ouais. du fait que quand j'ai cherché un master à faire en biologie, j'ai trouvé justement la possibilité de travailler dans l'établissement. En fait, à l'époque, c'était le premier laboratoire de neurosciences cliniques. En fait, c'était la neuro-ophtalmologie. Et D'accord. c'est aux hôpitaux universitaires de Genève. Et c'est là que j'ai rencontré une psychologue qui Ouais. était là. C'est assez novateur, il y a plus de 28 ans par là. D'accord. Et en fait, c'est là qu'en parallèle, je me suis rendu compte que vraiment, c'était la relation à l'humain qui m'intéressait. Et donc, j'ai commencé en parallèle à commencer un bachelor en psychologie à l'Université de Genève. Donc, j'ai terminé ces Le deux bachelor, formations. c'est comme le baccalauréat au Québec, c'est la licence pour les Français. Voilà. Voilà, donc en fait, chez nous, on termine ce qu'en Suisse, on appelle la maturité. C'est très Ouais. drôle comme Ouais, j'aime bien ce terme. la Hmm. maturité fédérale, qui est une formation quand même assez poussée. Il y a, si je ne me trompe pas, sans dire de bêtises, il n'y a que 30% de la, de la population qui l'a, comparé au bac français, par Ça exemple. fait 70% d'immatures alors en Suisse. Exactement. D'accord. Des gens qui se maturent autrement que par cette formation. Mais ça a changé maintenant parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres écoles spécialisées. Les maturités deviennent différentes, mais à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Et, et donc, ouais, ça montre déjà le côté très exigeant des formations en Suisse, pour le bien parfois et des fois un peu trop, je trouve. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, après, et nous, on termine vers 18-19 ans, cette Ouais. maturité. Et D'accord. ensuite, à l'époque, on avait ce qu'on appelait la licence, donc c'était trois ans, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on a 2 ans à faire pour le diplôme, ce qui correspond aujourd'hui en fait au master. Donc, D'accord. j'ai fait le master en biologie et ensuite, j'ai fait un master en psychologie aussi. Donc, c'est pas D'accord. que je suis une femme d'études, c'est juste que ça s'est trouvé comme ça et D'accord. que ça a pu se combiner. Et ensuite, je suis partie, donc j'ai eu l'opportunité de trouver une place de stage pour accompagner en fait le papa de ma fille au Canada, à Montréal, où là, j'ai eu vraiment
ça c'est un des moments marquants. C'est là que j'ai fait mes premiers pas en psychologie clinique avec le professeur Gilbert Pinard, qui aujourd'hui est à la retraite, qui a été vraiment mon mentor, qui m'a offert une grande opportunité de me mettre… En fait, j'avais un stage hybride où j'étais à la fois avec les internes, comme on dit, de psychiatrie, à la fois avec les internes de PhD de psychologie. Ouais. Et donc, j'avais une partie clinique et une partie recherche. Et là, je suis tombée dans le bain, mais tout de suite, comme ils le font là-bas, c'est-à-dire premier patient, derrière le miroir, les profs, les cliniciens, et on y va, il faut travailler, il faut se filmer et tout. En Suisse, ça peut manquer un peu ça, parce que moi, j'ai vécu ça aussi à Montréal. Et en Suisse aussi, ça peut manquer le côté pratique, la mise dans le bain rapide. Oui, mais totalement. Okay. Totalement. Parce que donc, ensuite, je suis revenue en Suisse après 3 ans et un petit bébé dans les bras. Et c'est là que j'ai rattrapé, en fait, si vous voulez, si tu veux, j'ai commencé la formation pour avoir le diplôme ici, la formation en thérapie cognitive comportementale que j'avais déjà commencé, en fait, pendant 3 ans à Montréal, qui était très différente. Donc ça aussi, ça a été… On est d'accord, ça c'est important parce que la thérapie cognitive et comportementale n'est pas la même en Amérique du Nord ou en Europe, ça c'est évident. Ça commence à se… Je pense que aujourd'hui, ça vraiment, les liens se font de plus en plus, mais il y a 20 ans, j'ai vraiment baigné dans la thérapie cognitive comportementale au sens de la comportementale, c'est-à-dire l'expérientielle. Hein. La première chose que mon prof la première chose dont mon prof m'a parlé, c'était la thérapie de Tisdale sur les hot emotions. Alors, c'est pour dire, voilà comment on m'a présenté la thérapie comportementale cognitive. Et puis, ce n'était pas trop un problème parce que quand je suis revenue en Suisse, j'ai rejoint du coup l'association suisse de thérapie cognitive. Oui. Hein. Et je crois que cet auteur, il me semble qu'il a travaillé sur des études avec l'équipe de Genève, ou je me trompe. Il me semble qu'il y a eu des études. Tisdale a écrit entre Genève et les États-Unis, je crois. Ah bon? Il me semble sur la pleine conscience. Tisdale, oui, peut-être. Alors, je peux vraiment pas vous dire parce que j'étais pas tellement une experte, mais j'espère que je suis pas en train de dire des bêtises, donc je vais pas trop me lancer sur un terrain que je connais pas. Mais en tous les cas, quand je suis arrivée en Suisse, ce qui était intéressant, c'est que je me suis retrouvée tout de suite avec le début de la formation de l'association suisse de thérapie cognitive. C'était il y a 23 ans par là. Et c'était un des premiers cursus pour les étudiants qu'ils étaient en train de mettre en place, qui durait 4 ans, post-master. Et ensuite, ça s'est transformé avec le temps et c'est devenu grâce à eux, grâce à cette association qui a été vraiment dans les pionniers en Suisse, c'est devenu une des formations validées justement dans le cursus fédéral pour obtenir un de ces titres de spécialiste en psychothérapie. Et donc, toi, tu es formé en TCC. Est-ce que tu as eu d'autres influences alors, d'autres formations? Oui. Donc, de nouveau sur le terrain, donc quand je suis revenue en Suisse, j'ai eu l'opportunité de trouver une place aux hôpitaux universitaires, plutôt de recherche clinique. D'accord. Et là, j'ai fait de la recherche clinique et au fur et à mesure, là, j'étais justement avec les gens qui développaient là aussi la thérapie de la pleine conscience. Ouais. Donc, ils ont commencé à développer les programmes de mindfulness qui sont basés sur la thérapie cognitive aussi. Donc, ce mélange-là qui fait des programmes. Et donc, du coup, j'ai aussi été formée à la pleine conscience par la force des choses, dans l'aspect recherche, l'aspect clinique.
Et puis, après, petit à petit, il y a eu des moments marquants comme ça, où j'ai retrouvé sur mon chemin d'autres influences. Et un moment important pour moi, c'est quand j'ai rencontré la lecture de Leslie Greenberg qui parlait de la thérapie centrée sur les émotions. Il est peu connu par les francophones, je crois, donc ça peut être intéressant d'en parler. Ouais. Ouais. Oui, et puis là, on a commencé, j'ai eu la chance de le rencontrer dans un congrès, et puis ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et ensuite, j'ai commencé à me former avec cette thérapie. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un collègue qui est Uli Kramer, qui est maintenant un prof à l'université de Lausanne. De Lausanne, ouais. Et voilà, et qui est le canton, comme on dit, donc à côté, à 60 km de Genève, Ouais. et avec qui on a pu commencer, on a pu écrire justement le premier livre en français sur la thérapie centrée sur les émotions. Ouais. Et puis, ça se développe pour développer ça en francophonie, en fait. Ouais. Donc, c'est connu dans le monde entier. C'est une des psychothérapies qui est validée par le fameux American Psychology Association. Ouais. Donc, c'est un bon critère et qui est très, très intéressante. Voilà. Donc, TCC, pleine conscience et thérapie centrée sur les émotions surtout. Je me suis demandé En si… gros, j'intègre, et puis, bon, ça c'est le côté psychothérapie, mais Ouais. le plus important, de mon point de vue, c'est l'expérience clinique. Tu travailles en cabinet surtout, en privé Donc, ou en oui, institution? oui, maintenant, donc j'ai travaillé à Montréal, ensuite, au tout début, ensuite, j'ai travaillé une quinzaine d'années à peu près aux hôpitaux universitaires de Genève, où là, j'ai vraiment eu l'opportunité de travailler d'abord dans les unités, justement avec le professeur Gilberti, qui était là aussi, j'ai eu la chance, c'était au moment où on développait tout ce qui était autour des études concernant les pathologies autour des troubles de l'humeur. Ouais. Donc, on développait des échelles, et en développant des échelles, on est aussi dans la clinique, donc dans l'évaluation clinique, dans la psychopathologie. Ouais. Donc à l'interne, comme on dit. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec le professeur Jean-Michel Aubry, qui était un spécialiste des troubles bipolaires. Ouais. Et là aussi, j'ai eu l'opportunité qu'on développe ensemble. J'étais sur le programme où on développait, ça arrivait, les programmes pour les troubles bipolaires. Il a fait beaucoup d'évaluations là-dessus. Et aussi de la psychoéducation et des Ouais. programmes spécifiques pour les troubles bipolaires. Exactement. Donc, j'ai surtout été dans ces unités, j'ai tourné là autour. Et puis ensuite, j'ai pu aller sortir de l'interne, comme on dit, donc dans les Ouais. unités, pour aller dans un programme de crise et un programme qui recevait aussi les migrants. Donc ça, c'était très intéressant. Et là, dans la clinique, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était très connu dans la systémique. Et à l'époque ici, et puis on a pu là, j'ai pu voir une autre orientation Alors, sur de qui tu parles? je parle de Pedro González, D'accord. Ok. qui est à la retraite maintenant, qui travaillait dans une unité où vraiment c'était la thérapie systémique, mais c'était assez intégratif aussi. Il y avait des couples. Donc la crise, c'est vraiment un endroit extrêmement riche d'un point de vue développemental, mais aussi pour l'apprentissage. Et puis aussi, on était lié avec une unité qui recevait les migrants. Et là aussi, c'était très, très intéressant. J'ai travaillé dans cette unité quelques années. Et puis à ce moment-là, il y a un des chefs de clinique qui s'était installé en cabinet qui m'avait proposé de venir à temps partiel. Et voilà. Et finalement, j'ai laissé tomber après les hôpitaux universitaires pour aller vraiment me focaliser sur la pratique privée, parce que c'était difficile de faire les deux choses en même temps. Et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je travaille que en cabinet. Ouais. Et voilà, de nouveau, petit pas, ça change. Et je travaille aussi, maintenant, je développe beaucoup autour
l'intelligence émotionnelle et relationnelle en cabinet privé et aussi dans les entreprises sur le terrain. Justement, je suis en train de me dire que je me demande comment ça a fait sens dans ton esprit de mettre la TCC, la pleine conscience et la thérapie centrée sur les émotions. Je me demande toujours la même question. Est-ce que ça répondait aux besoins du thérapeute ou est-ce que finalement ça répondait aux besoins des patients? Est-ce qu'il t'a manqué quelque chose pour pouvoir après apprendre autre chose et l'ajouter peut-être dans ta modélisation interne, tu vois? Parce que ça Alors, moi, ressemble à une pratique intégrative, comme on dit beaucoup. oui, tout à fait. Moi, je suis centrée sur avec la psychothérapie centrée sur les émotions. C'est un modèle humaniste qui est centré sur la personne. Ouais, Donc, et ça m'a parlé parce que c'était déjà la manière dont j'approchais mon métier. ouais. Donc, effectivement, Il y a un c'est aspect vraiment… peut-être plus relationnel qui est ajouté parce que finalement, je suis en train de me dire que la thérapie comportementale et l'approche humaniste se centrent beaucoup sur la question de l'apprentissage. L'approche humaniste peut-être un peu plus sur le développement de la personne en soi, mais que finalement, l'approche centrée sur les émotions, elle donne peut-être des éléments relationnels plus profonds que la thérapie comportementale qui peut rester un peu plus dans l'approche d'un outil et qui a focalisé sur la relation finalement, tu vois. Oui, alors c'est toujours la grande question sur c'est quoi la relation thérapeutique et la Ouais, question de l'empathie qui est absolument évidemment nécessaire dans toute approche thérapeutique, quelle qu'elle soit. ouais. Euh, donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que la thérapie comportementale ne s'intéresse pas du tout à la relation Alors, c'est pas qu'elle thérapeutique. s'intéresse pas, hein, mais c'est qu'elle a peu conceptualisé là-dessus, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, elle l'aborde d'une certaine manière, on va dire. Il est vrai maintenant que dans la thérapie centrée sur les émotions, il y a vraiment une importance fondamentale et un développement très spécifique autour de la question de l'empathie et Ouais, de la relation thérapeutique. À tel point que, par exemple, les PhD qui se forment à la thérapie centrée sur les émotions, comme à l'Université de Toronto, ouais. euh, eux, ils commencent, dans leur formation, ils commencent par 2 ans de cours autour de la relation thérapeutique et l'empathie. Donc, Hmm. c'est vraiment quelque chose de Et c'est très, compliqué. très C'est important. compliqué à transmettre d'une certaine manière. C'est beaucoup plus facile de transmettre des outils. Puis c'est moins, comment dire, c'est moins dérangeant de remettre quelqu'un en question sur l'application d'un outil que d'interroger sa capacité à être en empathie. Tu vois? En termes de transmission, c'est peut-être plus complexe quand même. Je ne sais pas, parce qu'en tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler en psychothérapie, à apprendre la psychothérapie, donc la Ouais, thérapie, la clinique, c'était donc à Montréal, on m'a ouais, tout de suite mis dans cette position. ouais, Ah, après, je me rappelle toujours un de mes premiers entretiens, hein, vraiment, je ne sais pas comment on fait. Euh, il y avait l'équipe derrière le miroir. ouais. Après 10 minutes, le prof, il téléphone, il comprend le téléphone, il nous demande de nous repositionner. Et c'était pourtant un des fiefs de la thérapie comportementale cognitive. Donc, Ouais. je pense que en fait, c'est peut-être plus intéressant, ça me fait réfléchir aussi cette discussion. C'est peut-être Je le pense cadre de la formation qui fait ça, parce que que si c'est la plus formation n'est pas dans la adaptée pour clinique. ça, voilà. Ouais. Voilà. Quand on est dans la clinique, quand on commence en clinique, eh bien, je veux dire, on est obligé de se positionner. La première chose qui va compter, c'est comment on dit bonjour, comment on va s'asseoir, comment on va parler avec la personne, Ouais. comment on va créer l'alliance. Quand on est dans la clinique, quelle que soit l'approche qu'on va utiliser, Hmm. c'est vraiment assez fondamental. Et Hmm. c'est vraiment ça. Bon, les études ont montré que c'est quand même quelque chose qui appartient à toutes les approches et qui est quand même l'outil de base. Mais c'est vrai que moi, ça m'a apporté un plus de travailler avec la thérapie centrée sur les émotions Ouais. parce qu'il y a vraiment un développement là autour. Mais du moment que la psychothérapie centrée sur les émotions est une approche expérientielle, l'apprentissage se fait de cette manière aussi. Hmm. Et c'est vrai que quand je supervise des gens, et ça m'arrive de superviser bien sûr aussi des gens en TCC, euh, j'utilise la même approche, c'est-à-dire je leur dis, mais il faut filmer, il faut que vous filmez. Ils Ouais. n'ont pas, ils ont pas En l'habitude de la systémie, vidéo. en systémie, on le fait assez facilement.
quand j'étais en TCC, on enregistrait aussi à Montréal. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à imaginer que comme la psychanalyse a beaucoup imprégné la France dans son mode de pensée, et même parfois malgré nous, c'est compliqué d'imaginer filmer et ça crée parfois des étonnements, des résistances ou même une agressivité parfois des enseignants qui peuvent pas concevoir ou des praticiens qui peuvent pas concevoir qu'on puisse filmer. Mais c'est vrai que si on l'imagine comme un outil, pour ma part, il y a des moments où je me dis que ça a été l'outil le plus précieux que j'ai eu en fait. Je pense qu'en tout cas, c'est une condition nécessaire et ça aide aussi à prendre cette distance. Ouais. La plupart des patients, et je vois des couples aussi, je suis aussi formée j'ai oublié de le dire, à la thérapie centrée sur les émotions pour les couples avec le modèle de Sue Johnson. Et là, c'est du côté plutôt de Ottawa, avec notamment Normand Gingras, avec qui on a développé des formations ici. Donc, même avec les couples, on filme. Moi, je veux dire, c'est une condition qu'on me demande pour mes supervisions. Et c'est la supervision aussi dans le modèle de la thérapie centrée sur les émotions. La supervision, c'est à vie. J'aime bien, il y a une vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Robert Elliott, qui est en UK, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne dis pas de bêtises, il racontait, lui, dans cette vidéo aussi, même, ou dans une formation, maintenant je ne sais plus, il disait que, voilà, à un moment donné, lui-même s'était arrêté de faire de la supervision, puis s'est rendu compte que non, il en a besoin, et il a continué. Donc, je crois que c'est important de toujours garder cet intérêt pour se remettre en question, cet intérêt pour se développer. C'est quand même différent de se voir en direct plutôt que de se raconter ou de s'imaginer ce qu'on a dit. Les premières supervisions que tu as dû vivre, je pense que ça doit être pareil pour tout le monde. C'est un choc, c'est dur, il faut accepter. On se demande ce qu'on a dit, pourquoi on a dit ça, on a honte. Et puis après, on accepte aussi cette caméra. Et plus on l'accepte, plus les gens l'acceptent aussi. Moi, souvent, j'explique que c'est un outil pour moi et qu'en plus, ça fera 2 thérapeutes pour le prix d'un parce que j'irai voir un superviseur pour discuter au besoin. Et donc, plus c'est une démarche évidente pour moi, plus ça a du sens, moins ça pose problème en face. Mais il faut pouvoir, au départ, les premières fois sont très raides quand même, je trouve. Mais c'est intéressant parce qu'on se raconte ce qu'on veut et on raconte les choses comme on veut. C'est normal, hein, c'est pas de la manipulation. C'est qu'on est, il y a quand même une belle distance quoi, entre le récit et l'observation. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et ce que tu viens de le dire, c'est intéressant aussi le fait du coup de pouvoir prendre conscience aussi d'une partie de notre fonctionnement, comme par exemple l'autocritique, la honte. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça amène peut-être une autre question qui me paraît importante à parler, c'est la question du développement personnel du thérapeute. psychologue, Oui, c'est d'être centré d'abord sur ses émotions avant de s'occuper de celles des autres. C'est ça. Et du coup, par exemple, c'est l'occasion. Comme je dis en psychothérapie, tout est bon à prendre. Et tout ce qui se passe ici maintenant est bon à prendre. Pas tout, évidemment, dans le sens qu'on a quand même des guidelines, mais on ne sait pas à l'avance ce qui va venir. Ça, j'aime bien aussi, c'est-à-dire qu'on ne commence pas la séance en se disant aujourd'hui, on va parler de ça. Hein, dans le modèle de la thérapie centrée sur les émotions. On va aller avec ce qui arrive, mais on a bien sûr des indicateurs et on a quand même comme on dit en anglais, un case formulation, ça veut dire qu'on sait quand même quelle est la problématique. Hein, donc, ce n'est pas à chaque fois de l'impro. Une conceptualisation, on va dire une conceptualisation de la… comment il dit en français formulation de cas, ou alors, moi je l'aime pas conceptualisation, ou ça peut être modélisation. C'est-à-dire on se représente quand même où on est par rapport à la difficulté de la personne. C'est ça. Donc, oui, puis on sait quand même, on a un fil rouge sur le processus thérapeutique. Donc, disons, la formule clé que j'utilise, mais qui n'est pas la mienne, hein,
c'est de dire au patient, et ça représente, je pense, vraiment ma manière de travailler, c'est que le patient, c'est lui qui est l'expert de lui. Vous êtes l'expert de vous, moi je ne sais pas. Moi, je suis seulement l'expert du processus thérapeutique. Et on travaille ensemble entre lui l'expert, moi l'expert du processus. Et c'est comme ça qu'on construit ensemble le chemin thérapeutique qui va se faire. Ouais. Bon, Donc oui, la vidéo, je pense que c'est important. Le travail sur l'empathie, il est poussé vraiment, il est très développé. Donc, c'est pas juste être empathique. C'est vraiment pouvoir déceler aussi tout ce qui est de la micro-analyse. Donc, l'intérêt aussi, dans la formation aussi, quand on travaille sur les émotions, c'est de pouvoir pas simplement identifier la joie, la tristesse, enfin des choses comme ça, mais on doit être capable vraiment d'identifier ce qu'on appelle différents types d'émotions, les émotions notamment primaires, secondaires, etc. Donc, c'est vraiment basé sur la théorie des émotions. Donc, il y a tout un processus de recherche derrière. C'est ça qui me plaisait aussi dans cette psychothérapie, c'est que c'est une thérapie qui est basée sur la recherche clinique et donc qui est en constante transformation. C'est pas écrit dans le marbre. Ce qui est aujourd'hui peut se transformer en fonction de l'évolution de la recherche clinique qui se fait en parallèle et qui n'est pas du tout déconnectée. Du coup, il n'y a pas la recherche théorique académique d'un côté et puis la pratique clinique. C'est vraiment l'intégration des deux mondes centrés sur la personne au sens large et le processus thérapeutique. Donc, on cherche à transformer tout ça. La finalité reste la clinique. La finalité reste la clinique et le point d'entrée, c'est ça qui m'intéressait pour vous aider, peut-être pour reparler du lien avec les autres approches. C'est évidemment la clinique. Donc, prenons un exemple. J'ai une personne qui va arriver, je ne sais pas, je réfléchis à une situation. Voilà, par exemple, j'ai travaillé beaucoup à Montréal avec les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, si j'ai une personne qui arrive en séance et qui vient avec une souffrance autour de troubles obsessionnels compulsifs, on va travailler, je vais devoir intégrer mes différentes outils, approches thérapeutiques et expériences cliniques pour aider cette personne à moins souffrir. Donc, par le principe même, je vais suivre où est-ce que ça fait mal. Vraiment, là, ça va faire mal autour, évidemment, de cette souffrance autour de ces rituels et de ces tocs. Donc, il est possible que je doive aider la personne avec aussi des choses concrètes comme comment faire la régulation des émotions, l'aider à faire des expositions autour de ces tocs pour diminuer. Donc, ça, on est vraiment dans des outils plutôt comportementaux. Je vais aussi travailler, utiliser l'aspect de la thérapie centrée sur les émotions, peut-être pour à un moment donné vraiment l'aider à, comme on travaille avec, un peu comme la Gestalt, si vous voulez, avec la chaise vide, peut-être on va l'aider à séparer la partie d'elle qui met cette pression et qui est anxieuse et qui vraiment l'oblige à être dans cette constant besoin du coup de ritualiser pour diminuer l'anxiété, bien sûr. Et puis, elle va externaliser ça, elle va travailler là-dessus. Il y a souvent beaucoup d'autocritique et beaucoup de honte. Voilà. Et souvent, j'ai remarqué ces dernières années, parce que les troubles obsessionnels compulsifs, j'ai commencé par ça. Donc, j'avais uniquement l'approche TCC pour les actualiser. Et ce n'était pas toujours évident, comme on sait, de commencer les expositions. Parce qu'il y a une chose qui m'a... Et là, j'ai pu, par exemple, intégrer l'approche centrée sur les émotions en m'intéressant à ce que la personne ressent, ce qu'elle vit, et pas seulement à ses rituels, du coup. Et en fait, il se trouve que, dans mon expérience, en tout cas, je vois beaucoup de personnes qui ont honte. C'est des gens souvent très intelligents, qui savent très bien que ce n'est pas utile de faire des rituels. Ça peut être un blocage finalement pour rentrer dans le processus. Oui, je comprends bien. Donc, on va travailler sur la honte d'abord. Souvent, je travaille d'abord sur la honte
en utilisant justement Hmm. l'approche centrée sur les émotions, Hmm. en les aidant à justement là à développer plus d'autocompassion, Ouais. de bienveillance envers eux-mêmes. Et avec ça, c'est souvent une porte d'entrée qui m'aide et qui aide les gens à commencer à attaquer le rituel, mais avec plus de bienveillance envers eux-mêmes, moins de honte. Donc la honte, elle doit réapparaître, bien sûr. Ouais. Et du coup, ça facilite beaucoup le processus. Hmm. Par contre, à l'inverse, je ne me verrais pas du tout travailler que avec le centrage de la thérapie centrée sur les émotions, ou même s'il y a des outils qui ont été développés récemment, par exemple pour l'anxiété généralisée, avec la thérapie centrée sur les émotions. Ouais. Mais j'aurais quand même besoin aussi à un moment donné de les aider Hmm. à s'exposer avec la TCC au rituel. Et Complémentarité. Ouais. Et puis finalement, en voilà, fonction du profil, on peut être amené à utiliser un peu plus de ci ou un peu plus de ça. Ouais. dans les TOC, dans les troubles obsessionnels compulsifs, il y aura toujours, de mon point de vue, un passage par les expositions. Ça, Ouais. c'est sûr et Ouais. certain. Et Puisqu'on sait que comportementale, et c'est l'exposition comportementale qui est la plus pertinente par rapport à l'exposition cognitive pour les TOC. En tout cas, bah, c'est ce c'est-à-dire que… que le problème, c'est que, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que comme ils ont honte, venir commencer tout de suite à travailler sur les colonnes et les transformations cognitives, Ouais. ça renforce la honte. Ouais. Par contre, en fait, en partant de ce qu'ils ressentent, travaillant sur ces émotions, en transformant en fait certaines émotions qui sont, comme on dit, dysfonctionnelles pour eux, euh, et en travaillant ensuite sur les rituels, en fait, généralement le travail le renforcement, si vous voulez, de la transformation du processus qui aura eu lieu, qui est cognitive, souvent moi je le fais à la fin. Hmm. C'est-à-dire on va renforcer, puis là ils y accèdent. Hmm. Mais commencer par ça, de mon expérience, d'abord moi je le sens pas, Ouais, je comprends. et puis je trouve Ouais. que ça fonctionne pas très bien. Ouais. Et pour vous dire la mindfulness, où est-ce qu'elle va Et arriver? après, je t'amène sur la profession. Voilà. Ma profession en tant que… Après, Oui, après, je sortirai de la clinique pour te poser plus de questions sur la profession des psys. Voilà. ok. Ouais. J'ai pas bien compris la question du coup. Et c'est-à-dire que je te laissais finir, mais je te proposais après de te poser quelques questions D'accord, sur la profession. d'accord. Oui, Euh, oui, c'est vrai que quand on parle de la clinique, disons que par exemple là, à un moment donné, dans les techniques de régulation des émotions, ouais. on peut bien utiliser, en tout cas, je vais utiliser différentes stratégies, mais aussi je vais intégrer avec eux, si c'est quelque chose qui peut leur correspondre, Hmm. des exercices de mindfulness. Mhm. Ils développent une présence avec eux, ça augmente l'auto-observation en fait. Et aussi, bon, au départ, je ne vais pas réussir à faire des grandes, longues comment dire, séances de mindfulness, mais le fait d'être conscient, d'être avec eux-mêmes, si possible de manière plus bienveillante, et ça, c'est quelque chose qui va Hmm. être utile. Ouais. Et ensuite, finalement, ils vont pouvoir utiliser tous ces outils-là. Voilà. Ouais. C'est vrai que le TOC la clinique du TOC est assez représentative de mon point de vue, de la nécessité d'intégrer différentes approches Ouais. pour pouvoir permettre un développement clinique satisfaisant pour le Hmm. patient. Hmm. Ok. C'est très pertinent. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et puis, ça m'a rappelé des éléments de ma clinique aussi. J'aurais voulu passer donc un peu plus sur des questions par rapport à la profession parce que parmi tes qualités, tu es suisse et ça va être assez intéressant pour de nombreux psychologues français qui vont écouter. Euh, Moi, j'ai une connaissance très, très parcellaire du fonctionnement suisse. Je sais que vous avez une fédération suisse des psychologues qui date de 87, qui contient une quarantaine d'associations. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir aussi bien de la psychanalyse que du psychodrame, que des associations très scientifiques au sens médical. Donc, il y a quelque chose qui, pour le coup, j'ai envie de dire, fédère tout ça. Ça fait partie, c'est une association fondatrice d'une association européenne des psychologues aussi. Mais alors, je veux me poser plein de questions. J'aurais voulu savoir que tu puisses nous en parler un petit peu plus.
je crois qu'il y a un code de déontologie qui est opposable légalement. Je ne sais pas si finalement vous avez un ordre. Je ne sais pas si l'inscription à la fédération est obligatoire. En fait, j'aurais voulu que tu nous expliques basiquement comment ça fonctionne sur votre territoire. Voilà. Oui, alors, on a effectivement un titre quand on veut. Alors, quand on finit son master, Ouais. on a la possibilité d'obtenir un titre de base, on va dire, qui est psychologue FSP, qui est Fédération Suisse des psychologues. Alors, sans Mais, ça, est-ce qu'on peut travailler déjà? alors, bon, Si je te coupe, c'est parce qu'il y a des évidences pour vous qui oui, n'en sont pas pour oui, nous. Donc, quand on justement, sort, on a son diplôme, on peut travailler ou il faut passer par la FSP. bon, ça dépend quel travail on D'accord? fait. Ok. Mais en tous les cas, pour obtenir ce titre déjà, il faut déposer faut faire une demande mais ça c'est pas compliqué. Une fois qu'on a son master, on s'inscrit, on paye l'inscription et on peut obtenir ce titre au niveau fédéral. En fait, la Fédération suisse des psychologues, elle est complètement liée à la fédération, au gouvernement. Donc, c'est un titre fédéral qui permet justement le contrôle et le fait que ça soit ensuite on obtient selon ce que je vais vous expliquer après un droit de pratique. Donc, on peut bien sûr on peut travailler, mais ça n'est pas reconnu. Si on veut mettre sur sa porte psychologue, on doit avoir le titre FSP. D'accord. On peut mettre psychologue comme on peut mettre chirurgien sans être chirurgien. Mais si on veut avoir une reconnaissance, il faut au moins avoir le titre de base FSP. Après, il y a différentes filières, parce que la profession de psychologue n'est pas évidemment que la psychothérapie. Et en fait, en fonction de ce qu'on veut faire comme travail, si on veut être psychologue scolaire, si on veut être si on fait le psychologue du coaching, voilà, il y a différentes filières. Mais si on veut faire ce qui me concerne à la base, même si j'ai évolué, la psychothérapie, c'est une des filières assez longues d'ailleurs. Il faut pour ça obtenir un titre de spécialiste en psychothérapie. D'accord. Donc à la fin du master. D'accord. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'après le master, on doit commencer une formation qui va nous permettre ensuite de déposer une demande avec un dossier très complexe, très complet, avec beaucoup d'heures dans différents domaines. Oui, c'est bien ça. En fait, pour devenir psychothérapeute, il faut avoir validé un ensemble d'enseignements en psychothérapie et il faut que ce soit validé, reconnu par la fédération. C'est ça. Et ça, ce qui est quand même, il faut le savoir, c'est qu'après un master, en moyenne, ça va prendre entre 5 et 8 ans. Après un master. C'est quand même très long. Donc pour les Français, ce sera un bac plus 10 à bac plus 13. Voilà. Donc c'est long. Et il y a aussi des compétences, mais il y a aussi une demande de développement personnel. Il faut avoir fait tant d'heures de formation individuelle, de psychothérapie individuelle et en groupe d'ailleurs aussi. Donc il y a des critères comme ça qui garantissent qu'on a un niveau d'expertise qui est reconnu au niveau du gouvernement, qui nous donne un titre d'expert fédéral. Et on a ce titre de spécialiste en psychothérapie FSP qui permet, alors c'est un titre pompeux, pourquoi c'est pompeux? Parce que c'est difficile de l'acquérir, c'est long. Chaque année, il y a, je sais pas si on est encore plus fiers quand on l'a. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui arrêtent en cours de route, par exemple? Parce que ça semble un chemin de croix quand tu en parles. Ah oui, c'est assez long à l'obtenir. Ouais. Est-ce que c'est pas une bonne garantie? Surtout par rapport à ce qu'on gagne à la fin, c'est ça le problème. Financièrement, tu veux dire, ou en termes de reconnaissance? Les deux. D'accord. La Suisse a cette propriété d'avoir créé pour la psychothérapie. Voilà. Et on s'engage à vouloir être psychothérapeute, donc la nécessité, c'est obtenir ce titre. Une fois qu'on a le titre fédéral,
on peut faire une demande à notre canton, par exemple si je veux travailler à Genève, auprès du médecin cantonal qui, D'accord. lui, ensuite va nous attribuer un droit de pratique. Ah, c'est la fameuse chose dont certains Français me glissent ça en off. Ils me disent oui, mais les Suisses, c'est compliqué parce que ils ont des rapports complexes avec la médecine et les psychiatres et ça leur convient pas non plus. Donc, je suis content que tu puisses en parler. Maintenant, je me représente mieux. J'arrive sur le territoire d'un médecin qui me donne la possibilité d'exercer comme il veut, où il veut à peu près, quoi. Ou ne pas me donner l'autorisation. Alors, il y a un médecin quand même, parce que bien sûr, si on fait de la psychothérapie, hein, si on veut, une fois qu'on a ce titre, donc, il faut savoir que on peut, et c'est là qu'il y a un problème, mais sur le principe, on peut être remboursé par les assurances. Voilà. Donc, pour être remboursé par les assurances, en Suisse, il y a un système d'assurance pour tout le monde de base qu'on doit payer, qui est assez cher. Et puis, si on y arrive, on a une assurance complémentaire. Donc, une fois qu'on a ce titre, on peut être pris en charge par les assurances complémentaires, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'on est reconnu et on est reconnu aussi au niveau des assurances de base. C'est-à-dire, mais pour être reconnu, et c'est là qu'il y a un couac actuellement, depuis des années, qu'on espère qu'il va enfin se résoudre, c'est que pour être reconnu pour les assurances de base, on est obligé pour l'instant de travailler en délégation, comme on dit, avec un psychiatre qui, lui, a un contrat de travail avec nous. Bon, moi, je suis sous l'ancien régime, on va dire, parce qu'ils ont une nouvelle loi. Moi, je suis un petit peu plus libre, mais ça n'empêche que c'est le principe de base. J'ai quand même aussi la même obligation. Donc, je dois travailler avec un psychiatre qui est dans le même cabinet que moi, à la même adresse, et qui me délègue. Et à ce moment-là, ma facturation va être prise en charge, en fait. Tu peux faire sans lui alors? Tu peux faire sans lui, mais ne pas être remboursé, c'est ça? Ou tu ne peux jamais faire sans lui? Si je veux être pris en charge par les assurances… En tout cas, si le patient te le demande, il te dit, moi j'ai besoin que ce soit remboursé, il faut absolument que tu passes par le psychiatre. Mais tu peux faire sans le psychiatre, mais il faudra payer une somme plus importante. C'est ça pour le client. Bien sûr, les gens peuvent payer de leur poche la psychothérapie. Là, il n'y a pas besoin de psychiatre. Enfin, il n'y a pas besoin que tu fasses tout ce stage. Voilà, mais même pour mettre, par contre, pour être identifié comme praticien, même pour ça, on a quand même besoin d'avoir le droit de pratique cantonal. Donc, heureusement, ça, je trouve ça quand même important qu'il y a quand même un contrôle là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire comme ça, je décide que je suis psychologue ou psychothérapeute. Oui, je comprends. Mais la question par rapport aux psychiatres, elle m'intrigue beaucoup. C'est-à-dire que les psychiatres sont beaucoup plus compétents que les psychologues, finalement, pour pouvoir décider. C'est comme ça que vous le voyez en Suisse ou pas? C'est un petit peu le problème, c'est qu'en termes de formation en psychothérapie, même en termes d'heures de formation, d'heures de supervision, le parcours des psychologues, psychothérapeutes est presque plus long que ceux des psychiatres. Oui. Donc, en fait, la demande qui est faite, l'ordonnance qui est en attente dans les bureaux fédéraux depuis trop longtemps, c'est qu'on ait un système qui fasse, un peu comme chez nous les physiothérapeutes, c'est-à-dire qu'on n'ait pas la nécessité d'être absolument lié à un psychiatre, une fois qu'on a notre titre, bien sûr, et qu'on a notre droit de pratique, mais qu'on puisse avoir un médecin, n'importe quel médecin, qui a une certaine quand même compétence, ou un psychiatre, mais du coup n'importe lequel, fasse une ordonnance pour dire, voilà, il y a besoin de tant d'heures de… Tu veux dire, c'est qu'en plus, on est rattaché à une personne précisément. C'est bien ce que j'avais compris et je crois que c'est ça que tu es en train de nous dire. Et donc, si je m'entends plus avec le psychiatre pour X ou Y raison, comment je fais si… Alors, actuellement, on ne sait jamais. C'est de notoriété publique et que je trouve, pour ma part, très scandaleux. Je n'ai pas de problème à le dire. C'est qu'actuellement, les conditions de travail des jeunes psychologues, c'est-à-dire quand elles commencent la formation, avant d'avoir le titre, si elles sont en formation, elles doivent avoir des heures de clinique. C'est très difficile de trouver des temps de travail, des postes ou des stages, tout ça en clinique hospitalière. Donc, elles peuvent trouver des possibilités de travail en cabinet avec des psychiatres,
mais dans ce cas-là, et obtenir ce qu'on appelle un droit de pratique dépendant. Donc, c'est quand on n'a pas son titre encore fédéral, et ça nous permet quand même de travailler dans d'autres conditions. Mais même une fois qu'on a ça, c'est difficile de trouver quand même des places de travail. Donc, actuellement, pour que les gens soient remboursés, ce qui est quand même la majorité des gens ont besoin d'être quand même remboursés par leur assurance. Donc, la psychothérapie doit être faite dans un cadre de délégation la plupart du temps et ça crée des conditions que je considère d'abus puisqu'il n'y a pas de réglementation sur le contrat de travail entre le psychologue et le psychiatre. C'est-à-dire que Ouais. le psychiatre va prendre un certain pourcentage du revenu du psychologue. Et on n'a pas le choix, on est obligé de lui donner de l'argent pour avoir l'autorisation de donner un papier pour que le patient soit remboursé. Donc on est tous, donc on est piégés, on n'a pas le choix, quoi. Ils sont piégés, ils sont piégés. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de réglementation à ce niveau-là, il y a des abus, bien sûr. Et ces abus, en gros, on peut avoir entre... Alors, c'est clair que les psychiatres qui prennent la responsabilité d'engager un psychologue, bien sûr, ils doivent payer des impôts, des assurances. On comprend qu'ils doivent prendre un certain pourcentage pour leur employé. Hein, ils sont employés. Mais comme il n'y a pas de réglementation, ce pourcentage est parfois abusif et on peut avoir entre 50 et 80% du revenu du psychologue qui va dans les poches du psychiatre. Donc il vaut mieux être psychiatre en Suisse, quoi. Ça dépend ce qu'on veut C'est faire. peut-être pas terrible non plus, hein, parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses à gérer aussi. Mais alors, est-ce que tu n'es pas obligé de... sortir de cette relation-là. En gros, il faut rétablir Et justement, je voulais te demander, mais tu n'es pas obligé de répondre, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là en Suisse, en fait? Comment ça se fait qu'on en est là, en fait, chez vous? Parce que c'est quand même un montage particulier. Je pense que 99% des Français qui vont regarder la vidéo vont sauter sur leur canapé et vont dire il ne faut pas qu'on en arrive là. Alors, comment ça se fait que vous en êtes arrivé là, en fait? Vous avez votre histoire, vous avez votre sociologie, vous avez votre système de santé qui explique ça. Mais comment toi tu vois les choses? Comment on en est arrivé là? Alors, comment on est arrivé là? Bon, effectivement, il faudrait aller voir à l'origine, mais en tous les cas, disons que Quels éléments tu vois, toi? ça dépend d'un canton à l'autre. Bon, la profession n'est pas très connue, je pense. C'est pour ça que c'est bien. Et pourtant, vous avez une quarantaine d'associations qui font partie de la fédération. Donc, moi, j'imagine beaucoup de monde. Je crois qu'il y a à 9000 personnes. Je pense que la fédération aurait pu, je prends la responsabilité de ce que je dis, c'est mon impression, c'est ton aurait avis. pu être plus active, c'est mon avis, aurait pu être beaucoup plus active toutes ces années. Et vous êtes beaucoup. Défendre les droits des psychologues. Alors, il est clair que notre problématique en Suisse, c'est le lobby des assurances, qui est très puissant. Bah oui, ça s'entend à chaque fois. Hein. Et puis là, ça s'entend beaucoup. Là. Le lobby des assurances est extrêmement puissant. Il est puissant envers les médecins. Et donc, du coup, il est puissant envers les psychologues. Et donc, du coup, c'est clairement, je pense, eux qui mettent des freins au niveau fédéral pour que le processus avance parce qu'ils pensent que ça va coûter des sous, que ça va leur coûter trop cher. Et c'est un faux calcul, c'est ce qu'on n'arrête pas de leur montrer, c'est un faux calcul parce qu'on sait aujourd'hui que les frais de la santé, particulièrement en Suisse, la santé mentale, c'est 1/3 des frais médicaux en Suisse. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un problème justement d'accès à la psychothérapie pour les patients, puisqu'il y a ce système qui n'est pas fonctionnel où il faut passer par le psychiatre. Les psychiatres étant débordés, ça veut dire qu'il y a une liste d'attente. Donc, pour accéder à un psychothérapeute, par exemple un psychologue, un psychothérapeute, les gens doivent attendre. Et la crise ne peut pas attendre. Et les milieux hospitaliers sont débordés. Ouais. Donc, on perd du temps, on augmente justement la psychopathologie, on ne permet pas d'agir plus vite pour la prévention de la rechute et on obtient une situation où finalement, tout ça coûte beaucoup plus cher. Je comprends. Je suis étonné, mais ce n'est pas pour la Suisse, hein, c'est toujours une question d'être humain et de système, mais je suis étonné que ça soit si compliqué, si lent, si long. Et encore une fois, il me semble que vous êtes 7 à 9 000 dans cette fédération. Donc, je me dis, il y a du monde.
Bon, après, il y a peut-être des questions politiques derrière, financières, qui font que c'est difficile de montrer, de montrer qu'on a des droits et qu'on pourrait fonctionner ensemble en tant que psychologue. Mais je La me demande culture aussi. quand même pourquoi ça met autant de temps. Mais je pense qu'il y a une culture du psychologue, et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien ce que vous faites, qui se fait dès les études. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit auparavant, il y a déjà un problème à l'université. Quand on veut faire un master en clinique, c'est déjà la croix et la bannière de trouver des places de master. Puisque Ouais. pour trouver une place de master, il faut avoir une place de stage clinique en même temps. Ouais, mais Et ce n'est pas l'université qui nous le trouve forcément. ça forme le masochisme quand même, hein. Je veux dire, pour Exactement. arriver jusqu'au bout à Bac+13, pour Donc, finir dès au le final départ, à donner 80% au psychiatre et être mal payé et mal reconnu, faut avoir un certain profil psychologique quand même. on ne peut pas dire, en tout cas, je pense que vraiment on aime notre métier. Bah, il faut quand même, hein. À côté, si vous ne l'aimez pas. On aime notre métier, on aime vraiment, on est vraiment, d'ailleurs on l'a vu pendant le Covid, c'est ça Ouais, ça a été là vraiment quelque chose qui a marqué, j'espère que ça va faire un peu bouger les gens au niveau fédéral et de l'Office fédéral de la santé. Ça a été ça voilà, ça c'est illustrant. Je pense, j'imagine le lobby pharmaceutique derrière, sinon je ne comprends pas comment c'est possible un truc pareil. C'est ouais. qu'on se trouve avec une situation qu'il faut dénoncer, à savoir que donc les cabinets de psychologues, psychiatres, tout ça n'était pas fermé. Hein. On devait continuer à travailler, mais on nous demandait de travailler par télétravail. Or, dans notre tarification, on a à chaque fois des positions, là, comme les médecins ont des positions pour écrire voilà, ce qu'on fait et le temps qu'on y passe. D'accord. La position du télétravail n'existe pas jusqu'à maintenant. Donc, tout le monde, y compris les médecins, était bien coincé de savoir comment on facture Oui, les combien? séances. Combien, comment et puis combien surtout? En fait, du moment que le combien est dans le comment, c'est-à-dire du moment qu'on entre la position, automatiquement, il y a le calcul du tarif. Et donc, vous avez fait comment? Donc, du coup, les fédérations ont écrit à l'Office fédéral de la santé pour dire comment on fait. Et ils ont répondu, vous allez utiliser la position de consultation téléphonique. Il en existe une, mais qui n'est pas vraiment un correspondant, puisque normalement, la position consultation téléphonique, elle est utilisée pour voir comment ça va, pour Donc, faire des échanges. tu es en train de me dire qu'à ce moment-là, ils ne se sont pas dit qu'ils allaient créer une nouvelle case. Ah Ils nous ont non, dit, on va vous en trouver une autre, c'est utilisez celle-ci. ça, on verra bien. Voilà. D'accord. Sauf que le problème, c'est que cette position, elle a une limitation temporelle. Pour chaque patient, il y a tant d'heures que l'assurance rembourse pour les 6 mois. Bref. Oh là là Donc, là là. Vous n'en non, mais c'est sortez- on s'en sort jamais dans cette donc, histoire. du coup, retour. Et là, ça a été intéressant parce que c'est la première fois que vraiment on a eu tout le monde, l'Association suisse des psychiatres, l'Association suisse des psychologues, Ouais. le département de la santé publique, donc tout ce qui est invalidité, qui utilise beaucoup de psychologues, qui ont fait appel auprès de l'Office fédéral de la santé pour dire on a un problème, vous voulez qu'on utilise cette position, mais elle est limitée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Donc, grâce à un problème, vous avez pu ensemble, pour le coup, être obligés de travailler voilà. ensemble. Et là, c'est révélé un scandale. C'est qu'on a eu le retour de l'Office fédéral de la santé qui a dit OK, on enlève toutes les limitations pour les psychothérapies qui sont faites par les psychiatres. Ah, mais Contre, ils ont rajouté un peu de temps, un mais peu. vraiment ridicule, pour les psychologues. Et Donc ça là, représente. on était dans un cas de figure ouvertement de discrimination, Mhm. mais publique, hein, qui a choqué tout le monde pour une fois. D'autant plus qu'en même temps, ce qui était vraiment, comment dire, comment dire le mot, mais c'était, ça ne se fait pas, puisque en parallèle de ça, c'est pour ça que même les cantons se sont choqués de cette situation, c'est qu'il y avait des réseaux téléphoniques qui ont été mis en place pour aider la population. Et il faut savoir que beaucoup de ces réseaux étaient mis en place par les associations de psychologues et qui faisaient ça bénévolement. Donc, Ouais. d'un côté, on passait des heures bénévolement à aider l'État, donc le gouvernement, à soutenir la santé mentale de la population.
et d'un autre côté, ouvertement, on nous faisait une discrimination. Donc, on a été coincés, et vous savez qu'on l'est toujours, parce que cette restriction n'a pas été enlevée. Et on a là l'intervention du médecin cantonal, c'est-à-dire qu'on avait en plus la question de nous dire « et vous devez respecter de ne pas faire venir les patients vulnérables au cabinet. S'il y a un contrôle, on vous enlève le droit de pratique. » Super. Voilà. Mais alors, est-ce que, oui, c'est une Donc, il y a eu catastrophe. la réouverture, vous imaginez. Mais alors, est-ce qu'il y a des psychiatres? Parce que vous voyez, souvent, on se dit les psychiatres et les psychologues vont pas s'entendre. Moi, c'est pas ce que je vois la plupart du temps d'ailleurs. Mais est-ce qu'en Suisse, il y a des psychiatres qui sont un peu de votre côté, qui comprennent pas, qui s'allient un peu aux psychologues? Je Bien me pose sûr. cette question, ouais. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Dans ce cas de figure, par exemple, là, ça a été justement une des fois où ouvertement, il y a eu un recours qui a été fait par l'Association suisse des psychiatres, par l'Association suisse des psychologues et tenez-vous bien, par le département de la santé sociale, donc un autre des départements fédéraux, pour faire recours auprès de l'Office fédéral de la santé pour dire ça ne va pas. Mais tout ça ne suffit pas. Et réponse, c'est comme ça. Ah. Alors là, ça veut dire que le On département… fait appel à votre patience suisse, quoi. Parce que Oui, là, mais c'est quand même assez rare. C'est pour ça que moi, je me suis dit, personnellement, il n'y a que le lobby des pharmaceutiques qui peut se permettre. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est rare quand même chez nous qu'un office fédéral n'écoute pas un autre collègue. ouais. Et donc, que ce soit l'Office fédéral de la santé publique, donc tous ceux qui travaillent avec l'AI, tout ça, ils ont été coincés parce qu'il n'y a pas eu l'ouverture, mais même pas provisoire, avec de cette mesure-là. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même une puissance qui crée un dysfonctionnement, vraiment. Parce que ce qu'on s'est retrouvé, ça voulait dire quoi? Il fallait arrêter les psychothérapies. Bah oui. De gens qui sont vulnérables en plus. Donc, moi, j'ai des collègues qui ont commencé, et même moi, ça m'est arrivé de faire du bénévolat. C'est la Parce qu'on ne peut question. pas lâcher nos patients. Oui, comme on est pris dans un système financier, après on est complètement bloqué. Intuitivement, depuis tout à l'heure, je pense que je ne serais pas le seul à le penser, on a envie de dire autant que les gens en payent à un prix raisonnable dans un endroit où on peut travailler et puis qu'on se débrouille dans un circuit court. Parce que votre circuit est très grand, très long, et puis il y a des dépendances à tous les niveaux. Parce Non, que, non, je pense que le système est intéressant. Je trouve mais que c'est certainement, mais comme ça, il faut qu'il il faut que cette ordonnance, c'est une ordonnance, il faut qu'elle passe. Elle est en étude. Donc, ils nous ont demandé en 2013 de réévaluer les critères de formation des psychologues, psychothérapeutes. Donc, ça a été fait. Donc, ils ont renforcé un coup de vis. Donc, il y a de nouveau eu pas mal de choses qui ont été faites. Maintenant, tout est homogénéisé. 2013. Ça a attendu jusqu'à 2018 pour qu'ils décident d'ouvrir et de discuter. Ils ont dit oui, c'est intéressant, il y a une possibilité pour cette ordonnance qu'elle passe. Une demi-décennie. Et depuis 2018, c'est en attente. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça passe maintenant pour qu'on arrive dans une situation qui soit plus saine, efficace et moins chère. Et une fois qu'on sera là, je pense qu'on sera dans un bon système. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à changer là-dedans pour la profession des psychologues en Suisse? Si tu pouvais changer des choses. Alors, le problème, c'est que, bon, ma foi, on est obligé de s'adapter à notre culture, c'est-à-dire qu'on a ce titre FSP. Mais vous aurez bien compris que quand on a déjà une si longue formation à faire comme en psychothérapie, en général, on ne fait pas de PhD. Donc, soit on fait un PhD, soit on est psychothérapeute. Voilà. Et le PhD, du coup, ça devient plus académique, ou alors on le fait après, mais en gros, on ne peut pas faire les deux. Maintenant, quand vous allez à l'international, il vous faut un PhD. Vous dites j'ai un titre de spécialiste en psychothérapie FSP, ils vont regarder les grands yeux et disent c'est quoi? Vous avez un PhD? Non, j'ai pas de PhD. Ah, alors du coup, il n'y a pas d'homogénéisation, on ne comprend pas très bien c'est quoi ce titre. Moi, je suis arrivée dans des situations parfois complètement loufoques où dans une de mes formations, un de mes superviseurs… Tu n'as pas de PhD, alors c'est ça? Non. Ouais. Bon, en ce qui me concerne, disons qu'après 2 masters et puis une formation… J'imagine qu'avec ce que tu as fait, il n'y a pas de souci dans ta tête. Mais en tout cas, le papier, tu ne peux pas le proposer à une université
si tu pars à Non, l'étranger, quoi. Ouais. non, pas du tout. Alors, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à l'homogénéisation des titres, pouvoir proposer des formations de psychothérapeute clinicien où il est inclus quand même la clinique. Et en fait, je pense que le problème, c'est les universités à la base qui ne sont pas assez formées, qui ne sont pas assez en lien avec la clinique. Donc, c'est pas. Quand je voyais le programme des PhD avec qui j'étais à Montréal, mais comme vous dites souvent, ça fait rêver parce que ils ont là. Bon, c'est pas facile d'y entrer, ok, mais quand ils. Une fois qu'on y est, ça a du sens. Voilà. Oui, et puis ils font de la clinique, donc ça donne vraiment des Ouais, choses très intéressantes. ouais. Donc oui, il y a des choses à changer, on ne peut pas tout changer. Je pense qu'en Suisse, pour commencer, il faut déjà que cette ordonnance elle passe pour assainir la situation de travail, qu'on sorte de l'illégalité parfois, et puis rendre des choses plus efficaces. Après, il faut que les psychologues qui soient maintenant en pratique, une fois qu'ils ont passé tout ça, il faut qu'ils aident les plus jeunes. C'est pour ça que je suis très contente que vous m'offriez l'opportunité de parler, parce qu'il faut aider les plus jeunes qui maintenant arrivent à ce qu'ils puissent être dans un système où ils fassent de la clinique. Parce Je que c'est comprends. moi, ça m'épate quand même. Bah, Les gens, c'est la finalité de la formation. À chaque fois, je me le dis qu'on n'est pas censé former d'autres universitaires qui vont former d'autres universitaires. On est censé former des psychologues sur le terrain. S'ils veulent enseigner, c'est autre chose et ils le peuvent. Mais c'est un métier d'action. Un surtout, là, je boulanger, parle de la, un ouais, je parle de la boulanger, filière un de électricien, un psychothérapie. Hein. caratiste. Enfin, en tout cas, les artisans doivent bosser, quoi. C'est ce que je veux dire. D'une certaine manière, c'est de l'artisanat. Un électricien, un boulanger doivent quand même pratiquer. Ils peuvent pas juste simplement lire des livres. C'est pas possible. Et Voilà. totalement. J'ai eu une jeune qui venait de finir son master et qui venait me poser des questions sur comment elle cherchait dans quelle filière elle voulait se mettre. Ouais. Je lui ai demandé si elle avait fait une psychothérapie. Elle m'a dit non. J'ai dit, mais. Donc, la métaphore que j'ai utilisée, j'ai dit, mais tu veux faire pilote d'avion et tu n'es jamais entré dans un avion. C'est pas possible. Il Mhm. faut que tu ailles sur le terrain. Il faut que toi-même, tu fasses une psychothérapie. Donc, bien sûr, quand on parle de psychologue, là, dans vos questions, on parle de la filière, en tout cas chez nous. Moi, je parle là de la filière psychologue, psychothérapeute. Oui, 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 oui. Maintenant, si on fait psychologue d'entreprise ou c'est une autre. Il y aura quelqu'un, un Suisse qui n'est pas dans la psychothérapie, a priori, et qui pourrait continuer aussi à nous parler de son point de vue de ce qui se passe chez vous. Par contre, ce qui est intéressant, comme vous le voyez peut-être avec ma longue description, c'est que on est obligé de beaucoup se former, on est obligé d'être beaucoup sur le terrain, on doit apprendre par la force des choses à beaucoup négocier, on est dans le réseau, on est tout le temps obligé d'être dans le réseau, on travaille avec les médecins, avec les infirmiers, avec les assistants sociaux. Moi, je travaille beaucoup en réseau. Et en fait, c'est très, très formateur. Et c'est vrai que maintenant, maintenant que je suis en train de développer une activité depuis quelques années à travailler dans les entreprises, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin, de ce point de vue-là, d'apprendre beaucoup de nouveautés. Parce que même si je n'ai pas fait, on va dire, à la base, Les connaissances voilà, se transfèrent, c'est ça. c'est ça. Alors, bien sûr, il y a des expertises absolument que je n'ai pas liées à l'entreprise. Et puis, pour ça, je suis prête à apprendre ou je travaille avec des collègues qui l'ont. Mais c'est cette filière-là, qui est en Suisse une filière assez difficile et longue, elle Ouais. est quand même très formatrice quand on l'a fait. Et puis, elle nous ouvre quand même à comment dire, c'est valorisant parce qu'une fois qu'on travaille avec les patients, puis on voit qu'on peut vraiment les aider, puis ça marche, il y a les supervisions, tout ça, Hmm. c'est bien, c'est gratifiant de voir qu'on peut aider les gens. En tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses sur la Suisse. On a des éléments. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ça fait réfléchir encore une fois sur comment on met en place un doctorat, pourquoi faire, est-ce qu'un doctorat est toujours adapté pour un clinicien, est-ce qu'on peut être psychothérapeute et docteur? C'est des Je questions pense que oui, importantes. Chaque pays vraiment. a positionné les choses à sa manière, hein.
Mais on peut tout faire dans l'absolu, mais il faut que ça ait du sens aussi déjà dans la formation et que ce soit pensé. Parce qu'il est vrai que dans tous les pays, à des moments, on peut se demander si tout a été pensé de manière logique et cohérente ou si ça devait plutôt rentrer dans des cases. Et j'ai l'impression que dans ce que tu dis, par moment, il y a des choses qui sont rentrées dans des cases, mais que ça ne marche pas en fait. Voilà, cette Mais histoire de il faut proposition. adapter. Il faut adapter. Moi, j'ai un message que vraiment je trouve important. C'est, j'écoutais une de vos vidéos que vous aviez fait avec l'ami, avec le collègue canadien. Ouais. Euh, et Michel Roy. Ouais. voilà. Et j'entendais, je pense que c'est important de parler des modèles thérapeutiques, mais et je pense que ce qui est vraiment important, c'est comme je dis, si on veut être pilote d'avion, il faut aller dans l'avion. Et ensuite, on va parler de quel avion, quel modèle, pour faire une analogie avec les modèles thérapeutiques, quel genre d'avion on veut conduire, quelle destination on veut prendre. Il y a quand même des modèles thérapeutiques, on sait, qui sont quand même un peu plus adaptés à la psychopathologie. Donc moi, il faut aller sur le terrain. Il faut vraiment, quand on veut faire de la psychothérapie, je pense que c'est personnellement, je pense que c'est même grave de sortir d'un master et de s'installer en cabinet sans avoir été sur le terrain. Heureusement, en Suisse, l'avantage de notre horrible, compliqué système que je viens d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc, on sait qu'au moins les gens, quand ils vont, la population, si elle va chez un psychologue, psychothérapeute, elle sait que ce n'est pas quelqu'un qui va faire ses premières expériences. Oui, je comprends bien. Donc ça, je pense que ça, c'est important quand même. Ouais. En tout cas, c'était une interview assez riche et merci. J'espère que je n'ai pas trop parlé, mais vous m'avez demandé de parler. Donc... Ah non, bah oui, heureusement. Sinon, je ne tendrais pas le micro. Non, c'était très bien. Et je pense que ça vient rajouter une pierre de plus là-dedans et ça va rajouter un peu de… Est-ce que je peux juste me permettre de vous demander, vous, est-ce que, d'après vous, comment nous autres, on pourrait, parce que je pense que l'important, et c'est le but de cette vidéo, c'est de faire des liens. Ouais. Hein, et je pense qu'il faut renforcer les liens, pas seulement à l'intérieur des pays, mais vraiment, par exemple, en termes d'Europe. Et je me demandais si vous avez des idées, comment nous, on pourrait être plus en lien, parler autrement, et comment est-ce qu'on pourrait s'aider mutuellement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui… Nous, ce serait qui? Nous, les psychologues ou nous, les Suisses? Alors, nous, les psychologues suisses, comment on pourrait… Je me dis que déjà, il y a toute une question. Ouais, déjà, je pense que c'est un peu l'objectif un peu de ces vidéos. Si j'essaye de tenter cette expérience, de voir si ça met en lien les gens. Et je trouve ça intéressant de me dire qu'un colloque québécois va connaître l'existence d'une collègue suisse et qu'ils vont pouvoir discuter. Pour moi, le point commun à toutes les vidéos, au-delà du fait que ce sont des psychologues, c'est que déjà, on parle la même langue et qu'on est sur des territoires différents. Donc, j'attends des Belges et puis j'attends d'autres collègues qui travaillent peut-être en Italie, en Allemagne, en Espagne, etc. C'est de pouvoir déjà discuter ensemble. C'est déjà une première bonne chose. Après, il faut aussi savoir que les systèmes, ils proviennent d'une histoire et d'un pays particulier. Je ne pense pas qu'un jour, on fonctionnera comme la Suisse, mais ça peut être intéressant de se nourrir un peu de ça pour voir comment on peut composer quelque chose. Donc moi, je crois que déjà, le premier point, c'est ça. Après, il y a une autre question. C'est à tiroir multiple, hein, ces vidéos, et puis chacun a envie d'y trouver ce qu'il veut. Mais mon objectif aussi, ça va être de sortir de la question des cliniciens, psychothérapeutes, et puis d'aller vers ceux que je connais un peu moins, psychologues du travail, neuropsychologues, parce que je crois qu'il y a la question d'une unité qui est parfois un peu compliquée à tenir. Et je crois que dans certains pays, ça ne pose pas de problème. Je crois qu'en France, on manque cette question d'unité, mais qui est aussi liée à la législation, à la défense du pays. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez un ordre, comment vous étiez perçu, quelles étaient les missions de la fédération, parce que je crois que déjà, quand on ne se sent pas du tout de la même famille, on est plus facilement amené à s'engueuler entre collègues en marquant nos différences, et que tout ça, ça profite finalement parfois par exemple, à l'État, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé toutes ces questions. Est-ce que vous vous sentez unis et la fédération en Suisse semble faire cette tentative.
Maintenant, la question que je me pose, mais je n'ai pas tous les arguments, c'est comment ça se fait que ça ne prenne pas toujours, sachant que vous êtes beaucoup. Mais moi, mon Et point de même vue, trois cultures c'est différentes, hein. Faut oui, pas oublier mais que pour moi, c'est en ça où c'est ça. mon point de vue, c'est de dire que l'union ne fait pas forcément la force, contrairement à ce Non, qu'on dit, et qu'il ne suffit pas d'être ensemble pour que ça fonctionne. Mais je me dis ça fonctionne quand même pas trop mal quand on pense qu'on est des Suisses allemands, des Suisses italiens et exactement. des francophones quand même, Ouais, ouais, et qu'on arrive quand même à créer ouais, quand ouais. même une sorte d'unité, hein. Ça, c'est le côté quand même, je trouve, très intéressant de ce fonctionnement fédéral, qui est assez lent de toute façon, quelle que soit la politique, pas seulement pour les psychologues, hein. Les lois chez nous passent en votation. On a un système politique qui est assez lent, hein, quand même, Mm. c'est clair. Moi, je pense que l'intérêt vraiment de votre idée, c'est, et qui manque beaucoup chez nous, en tout cas, je pense, c'est déjà de faire connaître la profession de psychologue. Ouais. Et c'est pour ça que Et puis, c'est de casser des fantasmes. Pour moi, l'idée de prendre le micro, même parfois auprès de gens que je ne connais pas du tout, et justement, je fais exprès d'aller dans des contrées que je ne connais pas non plus, c'est démystifier des choses, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que déjà, ça, c'est beaucoup. C'est-à-dire que si on rencontre un psychanalyste qui me parle de TCC et que ça devient pertinent, je trouve que ça fera du bien déjà. Ça viendra un peu casser les fantasmatiques guerrières de certains. Donc, mais bien sûr, mon objectif n'est pas que tout le monde s'entende dans l'absolu, mais c'était déjà de voir ce que ça fait de tendre le micro. Et c'est vrai que parfois, on m'a demandé quelle était la finalité. Moi, je ne suis pas parti pour créer spécialement une révolution avec toute une stratégie dans ma tête. Mais déjà, je me suis dit, on va voir, on va faire de le processus, l'expérientiel. Comme dirait Emna, on va faire de l'expérientiel, on va voir. Et c'est le puis, processus, là, voilà, c'est le processus va se mettre voilà. en route, on verra. Et puis, quand on me dit qu'est-ce que tu veux faire après, je dis souvent, comme ce n'est pas moi qui dirige, peut-être que les gens vont à un moment donné trouver des solutions Mais et que bien sûr, peut-être ça inspirera ouais. quelques idées. Donc, mon objectif déjà, c'est que ces vidéos, elles tournent un peu dans les universités, dans les milieux, et puis que ça amène à des discussions, des débats. Peut-être que ce battement d'aile fera une tornade à quelques kilomètres, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je peux vous donner pour terminer quand même, malgré ce que donc j'ai dit, c'est complexe chez nous. Ouais. C'est pas simple, il y a beaucoup de difficultés. On ne peut pas simplement travailler dans notre métier et puis voilà, on est tranquille. Mais entre nous, je vous donne peut-être le dernier exemple clinique qui vient de m'arriver et je pense que c'est assez représentatif. C'est un jeune homme qui m'est envoyé par un psychiatre jungien, voilà. Et en fait, donc, je travaille avec, c'est pas lui mon délégant officiel, donc, mais je D'accord. travaille avec lui. Donc, la prise en charge de ce monsieur, ce psychologue jungien, le psychanalyste, m'envoie chez moi. Moi, c'est un psychiatre en plus, donc je travaille avec lui. Il est directement, il y a moi, et puis ce patient qui est dans un état anxieux-dépressif assez sévère actuellement, donc il a commencé un traitement avec, donc on travaille tous ensemble. Et puis là, il y a une massothérapeute qui est dans mon cabinet qui travaille avec ce monsieur pour faire un programme d'activité. En fait, il a besoin de se recentrer sur lui et se mobiliser. Et puis une art thérapeute qui est géniale, qui travaille avec aussi, que j'ai envoyé dans un autre cabinet. Moi, je le vois. Et puis, lui fait son activité et on va voir aussi la famille. Donc, et on travaille tous ensemble pour remobiliser. Donc, même si c'est compliqué, vous voyez, ce psychiatre, il ne s'est pas dit « Ah, Madame Rayama, elle n'est pas psychanalyste, je ne vais pas lui envoyer ce patient. » Mais c'est-à-dire que pour pouvoir bosser ensemble, il faut déjà avoir une petite idée de ce que fait l'autre. Et c'est déjà le premier objectif de ces vidéos. Ouais. Parce que quand on ne sait pas ce que fait l'autre, évidemment, soit on se dit qu'on s'en méfie, mais en tout cas, déjà, on ne va pas travailler avec lui. Donc, je crois que pour pouvoir Ça, bosser je pense que c'est ensemble, la force chez nous quand même des modèles thérapeutiques, puisqu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé de comment chez nous les modèles se côtoient. Et je pense que actuellement, en tout cas, il y a toujours des guéguerres, bien sûr, de modèles, mais on a un petit peu dépassé ça maintenant. La preuve, on est là, voilà, un Jungien, il a entendu parler de la thérapie centrée sur les émotions, il s'est dit que quand même là, maintenant, il faudrait que ça avance.
il me l'envoie à moi. C'est possible, hein. On n'est pas, on n'est plus, même dans les unités hospitalières, complètement focalisé sur un modèle. Donc, l'idée intégrative chez nous, il me semble quand même assez bien implantée. Et pour Et moi, ça, cette idée, c'est agréable. pour moi, cette idée n'est pas, elle peut paraître un peu farfelue parce que j'en parle et j'ai écrit là-dessus, mais je crois qu'elle est liée aussi à la représentation des psychologues et des psychothérapeutes et de comment ils fonctionnent ensemble. C'est pas tant une approche qui serait à promouvoir ou pas. Je pense qu'elle émerge aussi en fonction de certaines conditions qui sont la possibilité de parler ensemble déjà pour commencer. Donc ça Voilà. ne m'étonne pas que la Suisse, et je pense à travers cette fédération aussi, a été amenée avec le temps à penser peut-être un peu plus l'intégration et à Oui. moins délimiter les gens en fonction de leurs différences. Non, non. Ouais. Bien sûr qu'il y a toujours, mais c'est pas quelque chose de rigide et qui fait que les gens vont s'intéresser quand même au thérapeute ou à la personne. Il y a moins ces guerres que… Moi, j'ai senti quand j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait quand même beaucoup, par exemple, la guerre, c'était quand même, oui, là, c'est de la TCC, là, c'est de la psychanalyse. Maintenant, c'est plus tellement comme ça. Chaque coin, je dis chaque, disons, département a peut-être ses préférences, mais ça n'est pas quelque chose qui empêche la communication ou le travail ou qui, disons, il n'y a plus une identification absolue autour d'un modèle thérapeutique contre un autre modèle thérapeutique. Et ça, franchement, ça c'est très appréciable, je trouve, pour travailler. Alors le reste, ça reste compliqué, complexe, on va dire, mais de ce point de vue-là, je trouve ça riche parce que, vous voyez, dans ma communication, par exemple, avec ce psychiatre, ben, moi, j'apprends des choses. On est en fait déjà en train de créer un modèle à nous deux. Je ne sais pas si vous connaissez le CEPI. C'est justement, Je suis le coordinateur français de la CEPI. Voilà, c'est ça. Pardon, je n'ai même pas regardé ça, excusez-moi. Pas de Donc, souci. on est là-dedans. Voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très intégratif. Et puis, c'est vrai que c'est très agréable de travailler comme ça parce que ça nous permet d'ouvrir des perspectives dans l'intérêt du patient. Donc, c'est toujours centré sur le patient et pas sur le thérapeute. D'où l'intérêt que le thérapeute ait vraiment fait un travail psychothérapique sur lui-même pour que ça ne se rejoue pas constamment aussi dans ces processus-là. Ouais. En tout cas, Voilà, merci pour toutes ces réponses. Je pense que c'était assez riche et puis peut-être qu'il y aura une suite. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. J'ai quelques idées et puis si avec plaisir. l'occasion se présente, voilà. Merci beaucoup m'avoir permis de parler avec vous, d'échanger. Je vous parlais de la nécessité de la vidéo. Maintenant, je suis complètement anxieuse à l'idée de voir la vidéo, bien sûr. Je me suis forcée, hein, je vous avouerai, de ce côté-là. On n'aime pas se voir en vidéo. Mais je vais travailler sur mon autocritique. Bon, parfait. C'est ce que je fais à chaque fois parce que les gens en parlent, mais moi, je suis là à chaque vidéo. Donc, moi, c'est 10 fois pire. Voilà. Mais vous faites la TCC maintenant, vous vous habituez, vous voyez. Exactement. Merci, Maximilien. Bon week-end. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.